Karine Vidic, bonjour. Bonjour Quentin. Racontez-moi s'il vous plaît une expérience, un souvenir d'un bureau où vous avez passé du temps et qui était franchement glauque, qui n'était pas agréable pour une raison que vous allez me donner. Alors, Plusieurs raisons d'ailleurs. Alors là, vous me ramenez en tout début des années 2000. À l'époque, j'étais stagiaire dans une PME. Et en tant que stagiaire, j'étais assise dans un open space, juste devant une grande salle. Et derrière cette salle se trouvait en fait le coin fumeur. Et à l'époque, dans cette entreprise, il n'y avait pas d'espace collaboratif, il n'y avait pas de lieu de convivialité. Le seul lieu de convivialité, c'était l'espace fumeur. Et moi, j'étais doublement pénalisée, d'une part parce que je ne fumais pas, donc je n'y allais pas. Et deuxièmement, chaque fois que quelqu'un rentrait ou sortait, j'étais sur toute la fumée qui avait été... qu'on retrouvait dans la salle. Donc, mauvais souvenir. Mauvais souvenir. On le sent d'ici. Exactement, exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Karine Vidic, qui n'est pas fumeuse, on la félicite, qui est par ailleurs plus sérieusement directrice du design chez Steelcase, grand leader de création et d'aménagement de l'espace de travail. Et avant cela, vous étiez DRH dans la même entreprise dont vous y êtes depuis 23 ans, je crois, c'est ce que vous m'avez dit. 23 ans. Loyauté, voilà, peut-être. Loyauté. Et puis... voilà, pourquoi on reste 23 ans dans une même boîte? Alors, pour vraiment beaucoup de raisons. C'est une boîte dans laquelle j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. J'ai eu différents métiers, puisqu'au départ, j'étais juriste. Aujourd'hui, je suis dans la fonction que vous venez de décrire. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait énormément de belles rencontres. Et c'est une entreprise qui se transforme et qui change. Donc, on ne s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Vous étiez donc aux ressources humaines. Aujourd'hui, vous occupez du design. Est-ce qu'il y a une logique dans ces deux métiers totalement différents? Est-ce que dans votre métier aujourd'hui de designeuse, on peut dire, de bureau, d'espace de travail chez Steelcase, vous avez des expériences passées de DRH qui vous aident à créer, à façonner, à imaginer les espaces de travail, justement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, plus que jamais? Oui, tout à fait. Donc, en tant que DRH, j'ai eu l'occasion d'être impliquée dans un certain nombre de transformations spatiales chez Steelcase. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, un espace de travail a un impact sur votre culture d'entreprise, sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on va être capable d'attirer et de retenir des talents. Donc, en tant que DRH, j'avais l'occasion de rencontrer un grand nombre de nos clients. Et à un moment donné, quand il était temps pour moi d'évoluer vers autre chose et de développer de nouvelles compétences, on m'a proposé de prendre en charge une équipe qui fait du conseil, qui s'appuie en fait sur les recherches Steelcase autour du monde du travail, de l'impact sur les utilisateurs et de pouvoir quelque part déployer mon expérience en tant que DRH auprès de nos clients. Et finalement, là, je vous écoute et je me dis, vous parlez de vos clients, vous parlez de Steelcase. Est-ce que les bureaux de Steelcase, est-ce que les espaces de travail chez Steelcase sont sensiblement les mêmes que vous proposez à vos clients? Ou alors, est-ce que chez Steelcase, c'est une sorte de labo d'expérimentation où on essaie un peu de voir ce qui marche pas Oui, alors clairement, c'est pas pareil que chez nos clients, déjà parce qu'il n'y a pas deux espaces qui sont identiques. Nous, notre approche, c'est vraiment de personnaliser en fonction des besoins du client. Donc, ce qui est vrai pour nous ne sera pas vrai pour une autre organisation. Et en plus de ça, comme vous l'évoquez, on a vocation à être un laboratoire. On veut tester les usages, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, être à la pointe et pouvoir ajuster très rapidement. Est-ce que, comme on le lit un peu partout, la crise sanitaire a totalement changé la définition de ce que doit être un bureau? Est-ce qu'elle a redessiné le bureau? Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, plus que jamais, c'est difficile de concevoir un espace de travail qui correspond à une entreprise, à une organisation Oui, alors très clairement, toute cette période de pandémie et notamment le télétravail forcé ça fait réfléchir. a fait réfléchir. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités pour tout le monde, mais aussi des besoins différents. Donc quand on interroge les utilisateurs, on se rend compte que leurs attentes par rapport à leur bureau ne sont pas les mêmes que celles qu'ils avaient avant la pandémie. Est-ce qu'on les force parfois, des clients, par exemple, qui ont des envies, on dit, nous, on aimerait, je ne sais pas, rien changer ou alors tout changer, et vous leur dites, non, on a fait des études, on a quand même une expérience, et ça, vous allez droit dans le mur. Oui, alors on a certains clients, mais c'est vraiment à la marge. J'ai rencontré quelques entreprises qui, au départ, n'avaient pas conscience qu'il fallait changer certaines choses, mais très rapidement,
Je pense qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou aussi dans les journaux, les entreprises ont assez rapidement compris que leur lieu de travail était un investissement stratégique et que clairement, les utilisateurs, les collaborateurs avaient des attentes très différentes. On ne peut plus forcer quelqu'un aujourd'hui à venir au bureau. Ça ne passe pas. On peut le faire, mais on se rend compte que ça a un impact sur l'engagement. On se rend compte que potentiellement, les gens vont voir ailleurs. Donc, on n'y a pas intérêt. Donc, il faut leur donner envie. Et là, ce dont vous me parlez, c'est ni de design ni de mobilier. Et là, on parle de culture d'entreprise. Vous me dites, en gros, on ne peut plus forcer les gens à venir au bureau. Et de la même manière qu'on essaie de réguler le télétravail en imposant des jours, etc., on se rend bien compte que peu importe les structures, le lundi et le vendredi, les espaces de travail sont un peu plus vides que le restant de la semaine. Tout à fait. En fait, je crois qu'après cette pandémie, tout l'enjeu, c'est de donner du sens au bureau. Je crois que le bureau a vraiment toute son importance, mais c'est très différent de ce qu'on voyait avant. Donc, il faut donner du sens. Et pour ça, il faut réfléchir aux besoins des utilisateurs, avoir une approche un petit peu plus tournée vers l'équité plutôt que l'égalité. On n'a pas tous besoin de la même chose. On a aussi envie de trouver des espaces qui vont répondre à des besoins qu'on n'avait pas forcément avant. Et pour quelle raison on va venir au bureau finalement ? Est-ce qu'on va venir au bureau, je dis n'importe quoi, parce qu'il y a une magnifique machine à café italienne et le café est gratuit ? Est-ce qu'on va venir au bureau parce qu'il y a une salle de sport absolument digne d'un Club Med Gym premium ? Qu'est-ce qu'il y a qui peut faire pencher la balance à coup sûr pour le coup ? Alors ça, c'est la question que tous nos clients nous posent. Et en fait, il n'y a pas de réponse magique. On se rend compte que parce que chaque tous vos clients situation se posent la même question, à savoir faire... Exactement. Voilà. Comment je vais faire revenir mes collaborateurs au bureau ? Et là, je crois que pour chaque collaborateur, la réponse est différente. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on s'oriente vers un design inclusif. Donc, le design inclusif, c'est vraiment un processus qui permet de prendre en compte les besoins des utilisateurs, de sortir de ces approches où on veut faire la même chose pour tout le monde. Il s'agit vraiment de comprendre de quoi les gens ont besoin et de pouvoir y répondre. Et les besoins sont... Le café, ça peut être j'ai besoin de plus d'espace collaboratif, mon Wi-Fi ne fonctionne pas suffisamment bien à la maison, je suis un développeur et du coup j'ai besoin... Ou des beaux meubles aussi, ou des belles beaux couleurs, meubles, exactement. De l'art peut-être Exactement, ou alors j'ai pas suffisamment de mètres carrés, je me suis retrouvée à faire du télétravail avec mon mari, ma femme, mes enfants. Et là, j'ai envie de retrouver du confort, du bien-être et des outils qui vont me permettre de faire mieux qu'à la maison. Et donc le design inclusif, c'est aussi dur que la recette de la potion magique de Panoramix, en gros, c'est un peu le même genre de combat, si je puis dire. Oui, alors le design inclusif, ce qui est fascinant avec ça, c'est que justement, c'est pas un résultat, c'est une méthodologie. C'est vraiment l'idée d'avoir un processus itératif où on veut se mettre dans les chaussures de l'utilisateur. Donc il ne s'agit pas de concevoir pour une audience, il s'agit de concevoir avec eux. Donc pour ça, il faut accepter d'abord qu'il y a des exclusions, chercher à comprendre quels sont les besoins spécifiques, et ça peut être des besoins physiques, ça peut être des spécificités au niveau cognitif ou alors des aspects culturels. Donc ça, il faut d'abord bien comprendre, et une fois qu'on a compris ça, il faut permettre aux gens de co-créer. Et ensuite, on a une solution qui va fonctionner pour tout le monde. Et un autre sujet, vous partagiez le fait que j'étais RH il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que pendant des années, en tant que RH, un de nos gros enjeux, c'était d'assurer des situations, l'égalité autant que possible. Aujourd'hui, ce n'est pas l'égalité, c'est vraiment l'équité qui compte. C'est de se dire comment on va faire en sorte que chacun puisse apporter le meilleur de soi-même et comment on va mettre à disposition des outils performants. Vous parliez d'aspect culturel, précisément Steelcase, c'est une boîte internationale, donc vous avez un champ d'observation assez vaste. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on est doué pour ce genre de pratique, si je puis dire ? Est-ce que les Allemands, est-ce que les Suédois, est-ce que les Américains flairent bien, façonnent mieux que les Français, ou peut-être que ce sont nous d'ailleurs, les Français qui façonnons bien nos espaces de travail, mais est-ce qu'il y a des disparités culturelles, des disparités nationales, quoi ? Oui, tout à fait. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des pays qui sont plus doués que d'autres, parce qu'en fait, il y a un contexte culturel qu'il faut prendre en compte, mais on se rend compte qu'il y a des disparités. Donc, Steelcase a conduit une recherche assez conséquente sur la pandémie et sur les nouveaux besoins, et on se rend compte notamment qu'en France et en Allemagne, les collaborateurs disent vouloir revenir au bureau un peu plus qu'en Angleterre, par exemple. Donc, il peut y avoir des différences. Et après, on se rend compte aussi qu'en fonction du contexte local, les besoins ne sont pas les mêmes. Si on habite Londres
eh ben, on a probablement un petit peu moins de mètres carrés à la maison. Donc, on n'a pas forcément un bureau qui permet de travailler de manière optimale. Si on habite en province, ça peut être un petit peu différent parce qu'on a plus de mètres carrés. Donc, les besoins sont vraiment différents. Par contre, ce qu'on identifie, c'est qu'il y a des pays dans lesquels les choses changent plus rapidement. Ça aussi, c'est culturel. Alors, si on regarde l'Europe, on voit qu'en Angleterre, clairement, le changement est plus rapide et il y a certaines tendances qu'on peut commencer à percevoir là-bas. Mais encore une fois, il n'y a pas de bons élèves sur le sujet. Mais on a moins peur du changement en Angleterre que dans On a moins peur du changement en Angleterre. Il y a plein de tendances. J'aimerais vous challenger sur une tendance, le flex office. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est une bonne chose de bannir la personnalisation des bureaux, le fait que chacun ait son petit coin, si je puis dire. Même si tout ça se peut se recréer d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Donc ça, c'est une grande question et c'est une question qui se pose depuis un certain temps. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais mon bureau. Et ensuite, je suis passée en flex office. À l'époque, j'étais RH. Donc vous imaginez qu'en tant que RH, on a traité de la confidentialité, des discussions qui peuvent être un petit peu plus difficiles par moment. Et j'étais en flex office. Et aujourd'hui, je ne changerai pas du tout. Je ne retournerai pas en arrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le flex office a été conçu de manière optimale, c'est-à-dire que j'ai vraiment du choix. Au bureau, je vais pouvoir m'installer dans différents environnements. Donc, si j'ai, par exemple, un entretien de recrutement avec un futur collaborateur, je vais choisir intentionnellement un espace un petit peu plus cosy qui va immédiatement envoyer un signal au candidat. Si j'ai besoin d'un espace pour une réunion hybride, je vais aller dans une salle avec une technologie qui me permet de faire ça. Donc, le flex office fonctionne très bien si on respecte un certain nombre de principes d'aménagement et notamment de l'intentionnalité. Karine Vidic, il nous reste tout juste 1 minute. Ma dernière question fait écho à ma toute première. Là, je sais que vous avez des bureaux à Paris tout neufs, dans le quartier de l'Opéra. L'espace de travail le plus waouh que vous ayez vu, je ne vais pas vous demander de parler du vôtre, mais à Paris, en Île-de-France, un espace de travail parisien qui vous vraiment vous a waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un espace de travail intéressant chez Cisco récemment, donc un espace avec une technologie très innovante, notamment dans tout ce qui est travail hybride. Aujourd'hui, la technologie est clé et c'est vrai qu'ils ont un certain nombre de solutions qui permettent de faire en sorte que quand on est utilisateur à distance, on arrive à être dans la réunion de manière optimale. Un waouh technologique. Donc, merci Karine Vidic. Vous êtes directrice du design chez Steelcase et je vous remercie infiniment de votre visite. À très vite. Merci beaucoup, Quentin.